Bonjour à toutes et tous. Très content de vous retrouver aujourd'hui sur ce webinaire qui donc est une étape importante dans le travail qui a été amorcé sur la notion de service public partagé. Tout l'enjeu, c'est de présenter ces réflexions et pour pouvoir les mettre à discussion, on va y revenir. Donc la notion de service public partagé, c'est une notion qu'on a proposée, issue de notre histoire. Donc je me présente brièvement, Thomas Matagne. Moi, j'ai cofondé Ecov, qui est une start-up, une SAS, mais inscrite dans l'économie sociale et solidaire, agréée ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale, et qui a pour particularité de chercher à faire de l'innovation pour l'action publique, puisqu'on déploie des lignes de covoiturage, exactement comme des grands acteurs comme RATP, Keolis, Transdev ou autres déploient des lignes de bus. Et nous, on fait des lignes de covoiturage, donc on intervient pour le compte de l'action publique. Et ces lignes sont coproduites par les utilisateurs, les usagers, puisqu'on exploite les sièges libres qui sont disponibles dans les territoires périurbains et ruraux pour apporter une alternative à la voiture individuelle. Donc, c'est de l'action publique, mais qui est coproduite par ces usagers. Et en fait, ce point important de croisement entre la notion d'économie du partage, qu'on peut connaître par ailleurs, et puis l'action publique nous a semblé être quelque chose qui méritait d'être approfondi, parce qu'en fait, ça dépasse très largement la question du covoiturage pour aller sur globalement l'innovation dans le secteur de l'action publique et la possibilité de faire du service public différemment. Et donc, c'est dans cet objectif-là que j'ai proposé la constitution d'un groupe de travail avec des personnes qu'on avait pu croiser au cours de nos travaux, nos développements, à ceux qui ont bien voulu s'engager dans ce travail-là. Donc, on avait commencé au printemps et donc réunir des personnes qui d'horizons divers, hein, privés, publics, élus, secteur technique, services techniques, etc., fonctionnaires qui voulaient réfléchir à cette notion, qu'il a trouvée intéressante à creuser. Donc là, vous avez la composition de la plupart des membres du groupe de travail. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas souhaité apparaître parce que soit ils estiment n'avoir pas suffisamment contribué, soit étant fonctionnaires, ils ont préféré faire jouer leur devoir de réserve. En tout cas, certains sont ici. Non, tous, je les remercie vivement. Et donc, ce travail, on l'a porté, c'est Ecov, l'entreprise que je préside, qui le porte, avec donc c'est Claire qui était en stage à mes côtés, qui a vraiment largement porté ce sujet-là, et donc désormais Manon, qui est à mes côtés maintenant, qui m'aide. C'est nous qui le portons chez Ecov, mais évidemment, c'est quelque chose qu'on met au service du collectif et pas du tout un objectif d'entreprise en tant que tel. Et l'objectif est bien de réfléchir bien au-delà de l'activité d'Ecov. Je vais m'arrêter là pour l'introduction et je vais passer la parole tout de suite à deux des membres pour qu'ils s'introduisent et qu'ils indiquent la raison de leur engagement, et les autres seront amenés à intervenir un peu plus sur le fond dans la suite de la présentation. Je vais commencer par Pierre Bobby. Est-ce que vous pouvez vous présenter en deux mots et dire pourquoi vous avez bien voulu travailler sur ce sujet-là? Oui, merci et bonjour à tous. Ça fait pour ma part une trentaine d'années qu'en tant que chercheur en sciences politiques, je suis la question et les enjeux de service public en France et en Europe. Bon. Et de ce point de vue, ma conviction profonde à laquelle je suis arrivé, c'est que ce qui est le cœur, la finalité du service public, je voudrais dire son ADN, c'est la réponse aux besoins des citoyens et de la société. Ce n'est pas telle ou telle forme d'organisation, ce n'est pas tel ou tel secteur, c'est vraiment répondre aux besoins. Répondre aux besoins, mais ces besoins, ils sont évolutifs dans le temps, dans l'espace. Et aujourd'hui, on voit bien que se développe toute une série de besoins nouveaux liés, y compris aux nouvelles technologies, en particulier aux potentialités des nouvelles technologies. Et de ce point de vue-là, si on veut que les services publics soient vivants, répondre aux besoins, s'adaptent, eh bien, il faut s'emparer des nouvelles aspirations. De ce point de vue-là, la démarche de service public partagé m'a semblé tout à fait pertinente, parce qu'elle ne vient pas d'en haut, elle vient plutôt vraiment d'une prise en compte des besoins, de tentative de co-organiser entre les usagers et les citoyens
la réponse aux besoins, mais pas de le faire de manière isolée, de le faire en relation avec la dynamique des services publics d'un point de vue global. Et de ce point de vue-là, ça m'a semblé tout à fait une initiative passionnante. Merci beaucoup, Pierre. Et nous, on était évidemment ravis de pouvoir travailler avec vous puisque vous êtes quand même un grand expert du sujet de l'action publique. Et alors, je passe la parole à Olivier Jacquin, sénateur, qui a bien voulu aussi participer aux travaux. Olivier, est-ce que vous voulez bien nous dire quelques mots sur les raisons de cette participation? Merci Thomas, vous m'entendez? Parfaitement. D'accord, très bien. Oui, moi j'ai rencontré ECOV dans mes travaux sur les mobilités, le covoiturage, en trouvant ce qu'il propose génial. Et pourquoi ça fait écho en moi? Parce qu'avant d'être sénateur, encore en 2017, j'étais longtemps président d'une communauté de communes qui disposait de très très peu de ressources et il fallait souvent inventer, trouver du système D. Le cas concret et le plus représentatif de la démarche qui nous préoccupe aujourd'hui, ça a été l'installation d'une crèche. Et la CAF nous proposait de mettre une crèche. Et on ne l'a pas fait, on a mis en place des réseaux d'assistantes maternelles. Et c'est beaucoup plus économique et ça valorise beaucoup mieux les ressources locales, à condition qu'on traite bien les assistantes maternelles. Ça, c'est un exemple. Donc, quand Thomas m'a dit on va approfondir cette notion de service public partagé, moi, j'ai tout de suite été intéressé. J'étais aussi vice-président de département et le volontariat des pompiers est quelque chose d'assez intéressant aussi. Ce ne sont pas des salariés, hein, pour l'essentiel, ils sont des volontaires indemnisés. Alors déjà, je veux saluer Thomas et son équipe d'avoir pensé à vouloir se mettre en recherche d'approfondir ces questions-là. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'amélioration du service public. Ça, la créativité qu'on peut trouver aussi à réaliser des choses qu'on ne pourrait pas faire autrement par un service public dispensé de manière assez classique par un agent. Voilà. Mais en même temps, je suis entré dans le groupe avec une certaine prudence, et Thomas le sait, parce que je sais qu'il y a un courant, je qualifierais de libertarien, californien, néolibéral, qui a envie de faire la peau au service public et de le privatiser. Et je suis très soucieux de vérifier là où je mets les pieds, parce que moi, je ne veux pas participer à ce genre d'entreprise. Et je pense que le service public a un vrai mérite, et M. Bobby vient de nous le dire, c'est à satisfaire les besoins de nos concitoyens avec le principe d'égalité de traitement. C'est quand même assez génial. Donc, moi, j'ai une grande prudence par rapport à ça. Vous voyez, je travaille beaucoup la question des transports. Une filiale d'Uber aux États-Unis a mis en place un système de portage de colis par les habitants. On peut se dire c'est génial, plutôt que d'envoyer une camionnette traverser la ville, eh bien, par les applications géolocalisées, on peut proposer à des piétons d'emmener un petit colis chez leurs voisins. Hein, c'est sympa, c'est génial. Eh ben oui, mais là, on peut déréguler toute une société, fiche en l'air les métiers de transporteurs classiques et avec un argument qui pourrait mieux utiliser les ressources. C'est plutôt génial, mais ça peut être extrêmement dangereux. Puis un dernier point, j'en resterai là pour l'introduction, qui dit service public, dit financement de ce service public. Et c'est mon autre point de prudence. Je fais partie de ces Français qui sont heureux de payer des impôts, parce que j'ai remarqué que plus j'en payais, plus j'en gagnais. Et ben, il y a le consentement à l'impôt derrière. Et je lis tout de suite cette question à celle d'améliorer le service public, les rendre plus efficaces. Ça passe par ce geste assez incroyable au niveau collectif de partager nos revenus pour financer ces services publics. Voilà, j'en reste là. Et je pense qu'après le premier acte effectué au printemps,
il y a quelques perspectives d'approfondissement assez intéressantes. Et donc, à tous d'imaginer la suite. Et merci encore aux chevilles ouvrières de cette aventure. Merci. Merci beaucoup, Olivier, pour cette introduction. On va rentrer dans le vif du sujet. Alors, avec deux éléments d'introduction plus de fond. D'abord, je vais passer la parole à Étienne Chauffour, qui a participé et qui est aujourd'hui directeur Île-de-France de France Urbaine, mais qui était aussi élu au préalable et qui avait 2 retours à faire pour poser le contexte de l'intervention des citoyens dans le service public. Étienne, est-ce que tu es bien connecté? Tout à fait. Parfait, je te passe la balle pour… Tout à fait. Peut-être, moi également, je suis plutôt, comment dire, un homme de cambouis, entre guillemets, qu'un chercheur. Et je voulais faire 2-3 retours. Le premier, c'est aujourd'hui, on doit augmenter le service public dans beaucoup de domaines. On a évoqué les mobilités, on pourrait parler de l'action sociale, etc. C'est pas nouveau, mais c'est prégnant. Et du coup, on s'interroge, on se dit, si on doit l'augmenter simplement en disant on va rajouter des financements, en fait, je ne suis pas certain qu'on ait la bonne réponse. Je l'illustre de cette manière. Lorsque dans les années 80, en gros, on a repris beaucoup d'initiatives d'origine associative, d'origine citoyenne, parce que les communes étaient très mal outillées en termes de culture, en termes de solidarité, en termes de petite enfance, etc. On avait beaucoup de structures associatives qui étaient bien sûr des contre-pouvoirs, mais qui s'étaient organisées et qui fournissaient ce service. Après, et avec de bons motifs, les collectivités ont dit, mais ce que vous avez fait, c'est très bien, et comme c'est très bien, en gros, on le prend à notre charge. Alors, en soi, c'est intéressant. On a renforcé une forme de service public, mais on a perdu toute la partie engagement qui allait avec. Et par ailleurs, on a également perdu la démultiplication du service public. C'est-à-dire, si on se dit le service public, c'est un modèle unique, c'est un seul service public avec simplement la fonction publique et rien d'autre, ça veut dire que globalement, on perd l'engagement citoyen et on va en perdre une bonne partie. Le deuxième exemple, il vient d'être illustré. Alors, oui, en me présentant, j'aurais dû dire que j'ai été maire de Juvisy pendant 17 ans et vice-président du département d'Essonne. Et à ce titre-là, du syndicat des transports d'Île-de-France, mais également président à la fois du SDIS, donc des pompiers en Essonne, et de l'Association nationale des présidents de SDIS. Et qu'est-ce qu'on constate avec les pompiers volontaires? Et ça, c'est très ancien. Ça date, en gros, c'est l'équivalent des réserves citoyennes. Globalement, on remplit un des services publics majeurs qui est celui du secours aux personnes, au-delà de l'incendie, mais vraiment du secours aux personnes, la présence quotidienne, et on remplit ce service public avec, dans certains départements, 80% de volontaires. Je prends l'exemple de la Haute-Vienne. Bon, la Haute-Vienne, c'est un département rural, mais en même temps, il y a une métropole comme Limoges, ce qui est quand même pas rien. 80% des sapeurs-pompiers sont des volontaires. Et ça veut dire que pour remplir ce service public-là, et de manière historique, ça ne choque personne, et nous nous sommes organisés pour mettre en commun une structure tout à fait professionnalisée, avec des formations, avec une rigueur, avec des réponses de qualité aux habitants, et en même temps, une logique de volontariat, qui est une logique de volontariat qui profite aux habitants d'un territoire, mais qui profite également à l'entreprise dont ils sont salariés, parce que par ailleurs, leur volontariat amène une solution de secours dans leur propre entreprise. Et en fait, on se rend compte que en matière de service public, si on est monoïdé, on perd beaucoup de cette énergie. Le dernier élément, ça a été dit sur le démantèlement du service public. Moi, je partage assez l'intervention précédente en disant il ne faut pas qu'on concourt au démantèlement. Mais non, le mais n'a pas de sens. Je ne veux pas le conditionner. Je le dirais, et lorsque l'on va par exemple à Stockholm et que l'on regarde le service public de transport, qui est à mon avis un des plus exemplaires, on s'aperçoit qu'il y a comme prestataires de nombreuses entreprises françaises, il y a pas mal de structures qu'on qualifierait
de structures nouvelles, etc. Et pour autant, le service public est à mon avis, des plus développés qui existent. Donc c'est pour ça, je pense que cette réflexion que mène Thomas, comment amplifier le service public avec d'autres voies, est quelque chose qui est déterminant. Merci beaucoup, Étienne. Et donc, le point clé, le premier, c'est de voir qu'une intervention publique peut potentiellement aboutir à un désengagement d'une action citoyenne. Donc, ce n'est pas forcément positif. Le deuxième, c'est qu'il y a quand même des services publics partagés historiques. On va y revenir. Et le troisième point, c'est qu'effectivement, on peut réinventer vraiment l'action publique potentiellement avec des exemples en France ou à l'étranger. Et sans plus attendre, pour poser toujours du contexte, je vais passer la parole à une autre membre du groupe de travail, Aurélie Lutrin, qui est présidente d'EOCosmo, qui va nous faire un point sur le contexte du numérique et de l'action publique. Oui, bonjour à tous. Effectivement, aujourd'hui, je dirais, de par la production massive des données et le développement de l'intelligence artificielle, on voit bien que le service public joue sa survie. Comme on l'a dit précédemment, pour la première fois, on va devoir vraiment défendre l'intérêt général et justifier du bien fondé de l'existence des services publics. Et le service public, tout comme le service public partagé, vont devoir relever de nombreux défis pour garantir leur pérennité. Le premier, ça va être vraiment, comme l'a très bien dit Pierre Bobby, d'être centré sur les besoins du citoyen. Alors dit comme ça, un service public qui doit satisfaire les besoins des usagers, on peut se dire que ça relève presque d'une tautologie, puisque la satisfaction des besoins des usagers, c'est l'ADN du service public. Mais dans les faits, on voit bien que depuis quand même une dizaine d'années, il y a une dégradation, enfin du moins les Français constatent qu'il y a une dégradation de la qualité des services publics, et ce qui a permis, la nature ayant horreur du vide, ce qui a permis à certains, je dirais, opérateurs privés de prendre un peu de terrain pour finalement satisfaire les besoins et de s'ériger en finalement palliatif du service public. Et c'est là où est l'enjeu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour que le service public soit pérenne et pour que le service public partagé soit pérenne ab initio, il va falloir effectuer un gros travail sur la définition des besoins des usagers. Et pour connaître les besoins des usagers, c'est là où la technologie peut être utile. C'est que la technologie va permettre finalement de dresser, de capter finalement ces besoins, d'agréger les données concernant les besoins des usagers et de dresser une cartographie qui va permettre aux services publics partagés de véritablement rendre un service, d'avoir une sorte de frappe chirurgicale, de rendre un service qui va parfaitement satisfaire les besoins et qui va évoluer avec l'évolution des besoins des citoyens. Mais, et là, c'est là qu'on arrive au deuxième défi. Cette captation de données, cette exploitation des données pour définir les besoins, il va falloir au préalable respecter ce que j'appelle le triptyque cyber, à savoir la gouvernance des données. C'est le gros enjeu aujourd'hui dans le service public partagé. C'est qui détient, où est stockée ma donnée et qui la détient. Parce qu'il va falloir que l'opérateur public, l'entité publique qui est la garante du service public, va devoir avoir cette gouvernance des données, cette maîtrise de la donnée, sans quoi il n'y aura aucun service public, quel qu'il soit, quelles que soient ses modalités, efficace. Ensuite, bien évidemment, ce que j'appelle la cybersureté. Pourquoi je préfère cybersureté que cybersécurité? Parce que cybersureté, c'est une acception beaucoup plus large, puisque là, on va parler bien évidemment de la sécurisation des systèmes d'information, de votre plateforme, et l'aspect technique, mais aussi la sécurisation des personnes. Et là aussi, un service public partagé, tout comme le service public en général, va devoir être le tiers de confiance. Aujourd'hui, il faut arrêter de se ruer sur l'aspect technique, sur les plateformes. Il faut d'abord penser gouvernance, il faut penser d'abord choix des technologies et choix par exemple des clouds ou des lieux de stockage, parce qu'aujourd'hui, il est hors de question de mettre, et on voit bien les préconisations de la DINUM, de la Direction interministérielle du numérique, de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité
les systèmes d'information qui aujourd'hui conseillent de ne pas mettre, finalement, de ne pas utiliser certaines technologies américaines ou chinoises, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui se tend, des relations internationales qui se tendent et des intérêts étatiques où les citoyens risquent d'être des victimes collatérales. Donc, aujourd'hui, effectivement, avant de se ruer sur la technologie, il faut bien penser qui, quoi, comment, et veiller à ce qu'il n'y ait pas de dépendance technico-juridique avec les prestataires qui seront choisis. Parce que le service public partagé, tout comme le service public en général, doit vraiment être ce tiers de confiance. Excuse-moi de te presser, Oui. mais Oui. je vois qu'on donc, on dérape oui. un petit peu. Alors, beaucoup. je serai rapide. Et effectivement, les autres points, ça va être de penser, bien évidemment, gouvernance déontologie, c'est-à-dire qu'on va devoir fixer des cadres. Quel cadre on se met dans l'exploitation des données, là aussi, pour respecter les fondements du service public. Et bien évidemment, le service public partagé va devoir évoluer en temps réel en fonction des besoins de l'usager et rendre ce principe de mutabilité effectif. Et pour résumer, c'est-à-dire que le service public partagé à l'ère du numérique, ça va être un service public finalement profondément humain parce qu'il va finalement avoir au centre les besoins des usagers, humain parce qu'il va nécessiter en amont une intelligence collective qui va dépasser les frontières territoriales et administratives, les barrières entre services. Et l'intérêt du service public partagé va être finalement de supprimer les trous dans la raquette et finalement de garantir l'efficience des fondements du service public, à savoir l'égalité, la continuité et la mutabilité. Merci beaucoup pour cette introduction. On va, sans plus attendre, passer dans le cœur du vif du sujet et proposer une définition de service public partagé. Donc, on a déjà largement défloré le sujet avec ces éléments d'introduction. À l'issue des travaux, le groupe de travail propose une définition qui repose sur les points suivants. C'est un service public qui fait intervenir les citoyens dans sa mise en œuvre et sans la contribution desquels il ne pourrait pas fonctionner. Donc, il y a toujours les citoyens qui interviennent dans l'usage d'un service public. Mais en revanche, là, dans la production du service public, ils deviennent indispensables. Et on a proposé 5 points. Donc, d'abord, c'est quelque chose qui répond à un besoin d'intérêt général. C'est initié, copiloté, piloté par un acteur public. Et ça répond à des principes fondamentaux du service public, au moins pour ce qui est de la jurisprudence française d'égalité, de continuité, de mutabilité. Ces 3 points sont vraiment des points du service public de manière générale, pas du tout spécifiques au service public partagé. Mais les points qui suivent permettent justement de compléter. C'est des services publics qui ne pourraient pas fonctionner sans la participation de la société civile, ni celle de l'acteur public. On pourrait avoir des initiatives d'intérêt général qui sont purement privées, c'est une chose, mais ce n'est pas un service public. Et on peut avoir des initiatives publiques d'intérêt général, mais qui ne font pas participer la société civile, les citoyens. Et enfin, dans cette intervention-là, on précise qu'on est bien dans le cadre de l'économie du partage, puisque ça ne donne pas lieu à rémunération. Ce n'est pas la substitution d'un fonctionnaire. Il n'y a pas une rémunération. Tout au plus, et là on applique le paradigme de l'économie du partage qui a été posé depuis quelques années, on peut avoir une indemnisation qui correspond à une couverture partielle des frais, de telle sorte qu'on est sûr que le citoyen qui participe n'est pas un professionnel, mais qu'il met à disposition un savoir, une disponibilité, un actif qu'il partage et pour lequel il peut éventuellement être indemnisé pour qu'au moins ça ne lui coûte pas ou que ça ne lui coûte pas trop, mais qu'il est avant tout bénévole. Donc en fait, en un mot, en une phrase, c'est l'économie du partage appliquée à l'action publique. Et on dit bien économie du partage, pas économie de l'ubérisation ou de la plateforme, mais on va y revenir. Donc, ces services publics partagés, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, en fait, en creusant le sujet, ils existent depuis fort longtemps. Ces services publics partagés, ils existent au XVIe siècle. La création des juges du tribunal de commerce, qui sont des gens qui sont complètement bénévoles. Je viens de discuter avec l'un d'entre eux l'autre jour qui me disait même qu'ils devaient payer pour adhérer. C'est pire que ça. C'est les juges des tribunaux de commerce, c'est 1500, je ne sais plus combien, 1560 quelque chose. C'est il y a très très longtemps. Et donc, ça est installé et ça fait tourner toute l'économie. Ça gère quand même tout le fonctionnement économique. Les sapeurs-pompiers, on l'a évidemment évoqué, c'est quand même un service public absolument central.
Il y a les crèches parentales, par exemple. Là, on aurait pu en sortir d'autres, hein, des exemples de ce qui relève de ces définitions de services publics partagés. Et puis, il y a on pourrait dire quasiment une nouvelle génération, en tout cas de nouvelles perspectives associées notamment, mais pas uniquement, au numérique, et ce qui a été évoqué par Aurélie à l'instant. Et alors, évidemment, les lignes de covoiturage que nous, on déploie, on ne pourrait pas le faire sans les outils numériques qui existent aujourd'hui, en tout cas pas sous ces formes-là. Il y a des applications de signalement de défaut de voirie publique, par exemple, ou encore des clean walk, donc des appels à crotte de participation pour nettoyer. On pourrait même généraliser, en fait, la gestion des déchets, le tri des déchets, c'est la participation active de tous les citoyens pour maximiser la capacité de recyclage et réduction des pertes définitives. Et donc, on est dans un phénomène qui existe depuis longtemps, qui n'a pas vraiment de nom aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'on propose de poser une définition et un terme, une notion, et qui est en train de se développer, de se redévelopper, et qui a un fort potentiel. On va pouvoir y revenir. Et sans plus attendre, je vais passer la parole à Caitlin, qui va se présenter, mais qui est professeure et qui va nous apporter un regard à la fois sur la coproduction et un regard un peu plus international. Caitlin, je te passe la parole. Oui, bonjour. Oui, je suis professeure agrégée à l'Université d'Aalborg au Danemark, mais j'ai étudié la coproduction des services publics en France, en Angleterre et au Québec pendant les dernières 8 ans. Donc, cette notion de coproduction a été développée par les professeurs américains dans les années 1970 pour décrire qu'est-ce qui arrive quand les professionnels impliquent les citoyens dans la prestation de services. Donc, normalement, la coproduction vient du point de vue du professionnel qui transforme ses pratiques professionnelles pour mieux inclure les ressources, les expertises et les efforts des usagers des services publics. Donc, c'est défini par Bovaert comme la prestation de services établie grâce à des rapports entre prestataires de services et les usagers ou d'autres membres de la communauté, où toutes les parties prenantes sont contributeurs de ressources. Et c'est quelque chose qui est utilisé dans une façon plus globale, des fois, en Angleterre, pour décrire un rapport des professionnels et des usagers, pas toujours dans les services publics, dans le même esprit que le sens d'intérêt général, comme en France. Mais cette idée de coproduction est supposée d'être bénéfique en termes de rendre les services plus efficaces, plus démocratiques et moins coûteux. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il existe plusieurs configurations de collaboration. Donc, ce qu'on voit ici dans cette table est que les usagers peuvent être impliqués dans le design ou la conception des services en partenariat avec les professionnels. Mais dans un processus qui vient plus loin de consultation. Donc, ce n'est pas une question de demander qu'est-ce que vous voulez en tant que service, mais vraiment de s'asseoir ensemble à la table et au début et d'utiliser des approches créatives et participatives pour concevoir ensemble un service. Mais deuxièmement, on a l'implication des usagers dans l'appréciation ou la mise en œuvre dans le co-delivery, qui peut prendre plusieurs formes selon le service. Donc, ça peut, par exemple, concerner la collaboration d'un individu et d'un travailleur social dans un plan de soutien individuel ou au niveau d'un groupe, par exemple, chez les coopératives de parents, comme Thomas a dit, où les parents contribuent en faisant du bénévolat dans la crèche que fréquentent leurs enfants. Mais pour la coproduction complète, il s'agit de l'implication des usagers dans la conception aussi bien que la prestation ou la mise en œuvre dans le centre de cette table-là. Donc, je voulais maintenant juste rapidement décrire quelques exemples de coproduction que j'ai étudiés à travers mes recherches en Angleterre et au Québec. Donc, en Angleterre, j'ai étudié plusieurs projets qui utilisaient une approche de coproduction, y compris un programme qui vise à améliorer l'isolement des personnes âgées qui s'appelle Age Better, ou Vieillir mieux.
Ça fait partie d'un programme national en Angleterre qui a créé des partenariats dans plusieurs villes qui proposent une gamme de projets, des services, des interventions pour lutter contre la solitude et l'isolement des personnes âgées. Et le programme que j'ai étudié a décidé de prendre une approche de coproduction tout au long du programme, ce qui signifie que chaque service est financé par le programme doit inclure les personnes âgées dans la gouvernance et la planification stratégique, la conception du service et la prestation du service. Donc, en pratique, en termes de co-conception, les professionnels ont impliqué les personnes âgées dans plusieurs ateliers pour décider quels services et quelles activités ils voulaient. Puis, dans la prestation de services, on voit aussi une forte implication des personnes âgées. Donc, sous forme de bénévolat, par exemple, il y a des personnes âgées qui aident les professionnels à animer des cours d'exercice et des groupes sociaux, ou aussi le mentorat par les pairs. Par exemple, un projet qui s'appelle Access Ambassadors, où une personne âgée qui n'a pas de confiance à utiliser des transports en commun est jumelée avec un mentor qui les aide à utiliser le bus pour les encourager à sortir de la maison. Au Québec, cette notion de coproduction et de service public partagé est en fait très présente sur le territoire et le secteur communautaire est très actif dans la prestation de services. Il y a aussi une forte implication des citoyens au service. So, par exemple, j'ai étudié un programme qui s'appelle Décider heureusement ensemble, qui est un processus de coproduction à l'échelle de l'arrondissement à Montréal, afin d'identifier les besoins et les priorités locales et d'accompagner systématiquement les citoyens à développer des services concrets de développement social local. Donc, ce processus implique des étapes de consultation, de co-conception, puis ils ont développé des groupes d'action pour développer plusieurs services sociaux. Donc, l'un des exemples que j'ai suivis était un service d'accueil ou de drop-in pour les personnes vulnérables. Donc, c'était proposé par un citoyen, puis le groupe d'action qui était composé des intervenants communautaires, des fonctionnaires et des citoyens a travaillé ensemble pour décider la population ciblée, pour trouver un espace et attirer des bénévoles. Donc, ce qu'on voit dans ces deux exemples, c'est que ces services qui impliquent les usagers et les citoyens ont des super bons résultats au niveau des individus qui sont plus heureux, moins isolés et qui ont de meilleure santé, mais aussi au niveau de l'arrondissement, avec plus de citoyens engagés, une meilleure cohésion sociale et de mieux vivre ensemble. Merci. Merci beaucoup, Caitlin, pour ce regard à la fois universitaire sur la notion de coproduction et puis sur le regard international, ce qui est très intéressant parce que la notion de communauté dans les pays anglo-saxons notamment n'est pas du tout la même que ce qu'on peut avoir en France et donc ça a des impacts sur le fonctionnement collectif dont les services publics. Et alors, pour garder les chakras un peu ouverts sur l'international, juste poser le fait qu'on peut avoir deux types de qualification du service public, une vision qui peut être plus organique ou formelle, à savoir en fait exactement qui se charge et qui prend en charge la réalisation du service public, ou une vision plus fonctionnelle, qu'est-ce que l'on fait avec le service public et pourquoi on le fait. Alors, et ça transparaît par cette distinction est assez forte. Enfin, en France, on a notamment une vision plutôt organique, hein, très, très portée sur le formalisme, même si évidemment on s'intéresse au fond, alors que d'autres pays peuvent avoir une vision plus fonctionnelle. Donc, on a évoqué les pays anglo-saxons, mais ce sujet-là, plus global, fait l'objet de discussions et de réflexions à une échelle européenne et ont commencé d'être un peu partagés avec les différents textes européens, les différents traités, et vers la notion de service d'intérêt général. Alors, est-ce que c'est exactement la même chose que la notion de service public? Non, ce n'est pas exactement la même chose, mais justement, la question est comment on s'inscrit là-dedans. Et la vision que le groupe du travail porte est sur justement la réalisation d'une vision fonctionnelle, ce qu'on fait en termes d'action collective. Donc,
Si on revient sur la notion de service public partagé, quelques éléments connexes et notamment par différenciation, donc ça a déjà été évoqué en partie, donc je ne vais pas trop épiloguer, mais d'abord, économie collaborative et économie du partage, ce n'est pas la même chose qu'économie des plateformes. Donc, l'économie collaborative, l'économie du partage dont on parle ici du service public partagé, c'est un objectif notamment de mutualisation des ressources, quelle que soit leur nature. Quand on fait une ligne de covoiturage, pour prendre l'exemple que je connais le mieux, eh bien, on va chercher à utiliser cette capacité de mobilité, cette capacité de transport qui existe dans les territoires périurbains et ruraux parce que les voitures sont largement vides. Donc, c'est comment est-ce qu'on va aller capter des ressources qui sont privées aujourd'hui, des voitures, ou les sièges dans les voitures, pour les mettre au service d'un intérêt général. Ensuite, c'est un objectif de créer de la valeur, c'est de répondre à des besoins auxquels aujourd'hui on ne sait pas répondre, soit en quantité, soit en qualité. Et là-dessus, il y a notamment un point qui est qu'on est dans une approche de réciprocité, de symétrie. On n'est pas des utilisateurs, des usagers, on n'est pas dans une approche client-fournisseur. On est dans une approche de participation active avec un engagement individuel au service de l'intérêt général. Une notion de solidarité, évidemment, et d'économie des ressources, on l'a déjà dit. Et donc, c'est par distinction avec une approche dite d'ubérisation qui correspondra à une désintermédiation, réintermédiation, précarisation de l'action publique conventionnelle, ce qui n'est pas du tout l'objectif. Là, c'est de faire autre chose, faire différemment pour faire en sorte qu'on puisse accroître la capacité d'intervention. Et le point clé et le critère clé là-dessus, pour être très clair sur cette distinction, c'est comme dans l'économie privée et le droit qui s'applique associé là, c'est la même chose. Le point clé, c'est l'usager est coproducteur parce qu'il ça ne relève pas pour lui d'une activité professionnelle. Il ne gagne pas son salaire en faisant ça. Tout au mieux, il partage une ressource et il gagne un petit peu à partager la ressource, ça lui coûte moins. Et il ne crée pas de valeur. Donc, autrement dit encore, en utilisant des termes de l'analyse marxiste, il ne met pas sa force de travail au service de la récupération d'argent pour vivre. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est qu'on coproduise, qu'on copartage. Un deuxième axe qui est comparé, il y a donc une ONG assez récente et très dynamique, Base Impact, qui a proposé le terme de service public citoyen il y a quelques années. Et on a creusé le sujet avec eux pour comprendre en fait dans quelle mesure les notions de service public partagé et service public citoyen étaient similaires ou différentes. La différence majeure, c'est que le service public citoyen, qui vient vraiment d'une réflexion au départ sur le numérique, est un service public qui est initié par les citoyens. Et donc, c'est la capacité de proposer des innovations. Ça ne veut pas dire qu'ensuite, la réalisation et l'exploitation sur le long terme fait toujours intervenir le citoyen, c'est la phase d'innovation, d'initiative. Là où le service public partagé est, certes, l'initiative peut venir du citoyen, mais ça peut venir aussi potentiellement d'acteurs publics. Et c'est surtout le mode de réalisation sur le long terme qui fait intervenir le citoyen. Donc, c'est ça vraiment la grosse distinction entre les deux notions qui en fait sont assez complémentaires. Alors, est-ce que le fait d'avoir deux termes restera audible et comment est-ce qu'on va articuler tout ça? On verra ça dans le futur, mais en tout cas d'un point de vue intellectuel, on voit bien qu'on a deux approches différentes, l'innovation au départ et ensuite la réalisation et la place du citoyen dans les deux cas. En termes de services publics partagés, on a creusé également les différentes formes. Donc, Caitlin en a déjà parlé, mais on a une capacité d'intervention du citoyen qui peut être variable. On peut avoir de l'intervention qui peut être occasionnelle, sans engagement, ponctuelle. Par exemple, quand on signale un défaut de voirie, ça ne vous engage pas à continuer à signaler les défauts de demain. On peut avoir de l'intervention qui est vraiment ponctuelle. Là, c'est l'exemple des archives australiennes qui ont été numérisées avec une intervention collective des citoyens. Ils ont réalisé en quelques mois ou quelques années ce qui aurait mis plus de 200 ans à être fait avec les moyens de l'administration. Donc là, il y a une opération collective, on numérise toutes nos archives publiques et puis tout le monde participe. Et puis enfin, on peut avoir des approches qui sont plus intensives, plus de long terme. Et typiquement, un juge consulaire au tribunal de commerce, c'est un vrai engagement pérenne avec un vrai impact sur la vie personnelle, par exemple. Mais donc, ça fait partie des paramètres de la conception du service public partagé, mais des services publics partagés peuvent prendre des formes différentes et ça leur donne d'ailleurs une capacité de flexibilité. Ensuite, quel est le changement induit
par les services publics partagés. L'objectif, et on va revenir sur l'intérêt des services publics partagés après, c'est de renforcer, d'améliorer les services publics existants, c'est de supplémenter ou compléter des services publics existants, et c'est encore la création de nouveaux services publics. Et ça, c'est une vraie perspective que de pouvoir imaginer qu'on fasse de nouvelles choses en action publique. On a un peu toujours l'impression que l'action publique est sur le recul et sur la défensive. C'est pour ça qu'on a intitulé ce webinaire à la reconquête. Mais c'est ça. En fait, on peut imaginer de faire de nouvelles choses. Et ça, c'est quand même super enthousiasmant. Et enfin, un des points clés, mais qu'on a exploré, mais pour lequel ce n'est pas complètement abouti aujourd'hui, c'est la notion du statut qui est accordé aux contributeurs du service public. Alors, il existe la notion de contributeur occasionnel du service public, qui est une notion jurisprudentielle, très orientée assurantielle principalement. Il y a aussi un impact fiscal. Les périmètres ne sont pas clairs, ne sont pas définis. En tout cas, ce n'est pas posé clairement. Et il y a un enjeu autour de dire les gens qui participent à des actions de service public partagé, est-ce qu'on leur confère et quel est le statut qu'on peut éventuellement leur conférer. On a mis en bas deux études en référence, et dans le livre blanc que vous pourrez télécharger, il y en a évidemment beaucoup d'autres, mais deux qui sont assez clés parce qu'elles résument pas mal de choses, une de l'OCDE et une de la direction qui est en charge de modernisation de l'action publique, la DITP, sur des études récentes. Pourquoi on s'intéresse au service public? Parce que la question, là, c'est au service public partagé, par exemple. Quelle est l'ambition? Quels sont les enjeux? Ça a été déjà évoqué, mais si on essaie de synthétiser, il y a un enjeu de démocratisation des services publics. Donc, le fait que les gens participent et le coproduisent, ça élargit l'adhésion, la participation active, l'accession aux services publics. En revanche, et donc on a essayé de mettre en face les risques ou les dérives éventuelles potentielles ou les limites, on peut avoir des résistances au changement. On peut avoir un sentiment que, n'étant plus réalisé comme par le passé ou intervenant sur un autre domaine de la vie qui n'était pas aujourd'hui, qui ne faisait pas l'objet d'intervention publique jusqu'à présent, ce nouveau mode de service public n'est pas légitime ou n'est pas souhaitable. On peut avoir ensuite un enjeu qui est lié au développement du lien social par l'engagement civique. Par exemple, sur les lignes de covoiturage, le lien social se recrée dans des territoires où les gens sont isolés dans leur voiture et là, d'un seul coup, ils partagent des trajets, c'est super. Et évidemment, ce n'est pas comme quand on a un professionnel qui est sous la direction, y compris des ressources humaines de l'action publique. Là, on peut potentiellement avoir des risques de discrimination. C'est l'inverse du lien social, c'est potentiellement des segmentations, des communautarisations. Et ce n'est évidemment pas l'objectif. Ensuite, on peut aller vers une notion d'amélioration de la qualité, de la personnalisation, parce que les gens coproduisent. Donc, on a potentiellement de la production de données, la production d'éléments qui vont nous permettre d'individualiser. Mais là, la contrepartie, c'est que, inversement, quand vous individualisez, potentiellement, vous avez des pertes d'économie d'échelle, donc d'une augmentation des coûts, ce qui peut ne pas avoir de sens potentiellement. On peut arriver à augmenter la capacité d'intervention à ressources constantes, ou après le niveau de ressources, ça c'est un choix de politique macro, mais en tout cas à ressources données, on va pouvoir faire plus ou faire différemment. Mais inversement, quand on va faire intervenir plein de gens dans la création d'un service public partagé, il faut les coordonner, ça prend du temps, ça coûte de l'argent, donc potentiellement on a davantage de coûts de transaction et éventuellement pas forcément beaucoup plus de réalisation avec les mêmes ressources. Donc, il y a un intérêt potentiel, mais il est limité. L'intérêt quand même, ceci dit, pour essayer de… Parce qu'on met les nuances, histoire de montrer qu'on est bien conscient de toutes les limites, mais il faut quand même voir le potentiel. Je me permets d'approfondir un tout petit peu ce point sur la question de la mobilité. Dans les territoires périurbains et ruraux, on a un gros problème lié à la dépendance à la voiture individuelle. On avait fait un petit exercice de pensée qui avait été repris dans le rapport Duron, un rapport sur les futurs des infrastructures. On a fait l'exercice de pensée, c'était de dire si on valorise les sièges libres qui sont disponibles dans les véhicules particuliers qui font des trajets quotidiens, pas les trajets longue distance, uniquement les trajets quotidiens. Si on valorise ça à la valeur de ce que ça vaudrait d'une dépense publique pour mettre autant de sièges libres dans des bus, combien ça vaut cette ressource? Et bien, l'ordre de grandeur, c'est de l'ordre de 45 milliards d'euros par an en France. C'est-à-dire plus que la totalité du budget transport, infrastructure, etc., du budget public, transport, infrastructure. Dit autrement, les sièges libres dans ces territoires-là constituent une vraie richesse qui aujourd'hui n'est pas utilisée et que le secteur privé ne sait pas utiliser.
Dans des territoires où l'action publique ne sait pas comment intervenir parce que la densité est trop faible pour mettre des solutions conventionnelles, si on capte cette valeur privée, ces actifs, ces assets privés qui sont là et qu'on les socialise, qu'on les transforme en données, en ressources utiles pour les citoyens, pour le territoire, potentiellement, on résout structurellement des problèmes qui se posent en termes de transition écologique, d'accès social à l'emploi, ou encore de congestion, un petit peu de problèmes auxquels on fait face aujourd'hui. Donc, le potentiel associé à l'optimisation des ressources que le service public partagé cherche à mobiliser est absolument considérable. Et enfin, on peut avoir une source, ça peut être une source d'innovation qui va être plus loin que celle portée par le secteur privé, parce que tout simplement, quand on fait une innovation d'intérêt général d'action publique, on n'a pas les mêmes équilibres économiques que quand on fait une innovation qui doit trouver sa rentabilité purement privée. Mais évidemment, face à l'innovation, on a des risques d'échec, et l'échec n'est pas toujours acceptable ou souhaitable, notamment en termes d'action publique. In fine, et on va à la conclusion pour garder un peu de temps pour échanger, la question c'est est-ce que cette notion a du sens, et on sera vraiment preneur à la fois de vos retours tout de suite et puis a posteriori, et ensuite est-ce qu'il faut une reconnaissance de cette notion de service public partagé, et en tout cas c'est l'un des 3 points du groupe de travail, des conclusions intermédiaires du groupe de travail. On pense qu'il faut reconnaître que c'est un mode particulier. Ce n'est pas un mode qui est juste réalisé par des professionnels agents publics ou par délégation à des privés, mais qui sont purement privés, purement professionnels, je veux dire, et que c'est un cadre qu'il faudrait potentiellement un cadre juridique clair pour le partage des responsabilités entre les différents acteurs qui contribuent et même les échelons. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est de dire il faut garantir une cohérence et un intérêt de cette notion, d'où la proposition de poser des principes et une définition associée et de faire en sorte qu'ils puissent être respectés. Et notamment, un point clé, c'est une notion de service public partagé doit, à minima, ça c'est très clair, respecter les principes du service public en général et notamment ceux qui sont fixés, par exemple, en France, et on les a évoqués en termes d'universalité, de mutabilité, etc. Et enfin, troisième point, si cette notion effectivement a un intérêt, eu égard à leur potentiel, à son potentiel, j'ai donné un exemple dans la mobilité, mais en fait, il y en a bien d'autres dans plein d'autres domaines. Comment est-ce qu'on fait pour les développer? Et là, 2 points, mais qui méritent d'être creusés. La mise à disposition de ressources propres, parce que c'est un nouveau type de service public qui nécessite d'être développé, d'être innové. Donc, il ne peut pas être complètement assimilé aux services publics existants. En tout cas, il a besoin de ressources propres potentiellement pour se développer. Et enfin, une capacité à communiquer et à mobiliser les citoyens, puisque par définition, s'ils ne sont pas mobilisés à une échelle locale, à une échelle nationale, enfin à l'échelle qui est pertinente, eh bien, ce service public n'existe pas. Le service public partagé n'existe pas. Donc là, un dernier mot, là, on vous a présenté en fait le sujet en global et pour vous donner l'état de la démarche, donc là, on a fini ce premier tour de travail. Donc, il y a un site internet qui a été créé, plus une adresse mail. Vous pouvez y trouver le livre blanc qui explique tout ce que l'on a développé là, en synthèse en une petite heure de manière évidemment beaucoup plus approfondie. Et puis la suite, c'est qu'on souhaite organiser des auditions publiques, des auditions de personnes, soit qui participent, qui créent, soit qui ont une réflexion sur ces sujets-là. Je vous invite à vous inscrire à la newsletter de telle sorte que vous puissiez recevoir les invitations quand on fera ces auditions publiques. Et à côté de ça, un appel à contribution plus par écrit pour qu'on puisse en avoir plus et plus largement. Ça, vous retrouvez toutes les informations également sur le service public. N'hésitez pas évidemment à partager sur le fond et puis surtout sur la démarche pour que cette idée, cette notion, soit étant mise sur la place publique, puisse être vraiment discutée, débattue et potentiellement faire l'objet de développements complémentaires. On ne dit encore une fois absolument pas que le travail est fini, bien au contraire, c'est plutôt un point d'étape pour démarrer la suite. Et donc, il nous reste 10 minutes pour pouvoir échanger ensemble. Merci à tous de votre attention déjà. Et donc, je vais regarder le chat parce que je crois qu'il y a une ou deux questions. Lauriane, est-ce que vous voulez la poser à l'oral? Lauriane, si vous voulez, vous pouvez intervenir. Non, voilà. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez?
Oui, très bien. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci Thomas pour cette très intéressante présentation et à tous les intervenants qui ont pris la parole avant toi, parce qu'on se connaît. Ma question était la suivante. En fait, je ne sais pas si elle est légitime ou pas, mais je me demandais dans quelle mesure on peut rassurer un usager d'un service public partagé par rapport à une peur qui n'est sans doute pas fondée. Par rapport à est-ce qu'il serait sûr que le bénévole citoyen qui coproduit le service public partagé de la crèche, par exemple, se comporte bien avec les enfants, ou comment savoir que le conducteur de mon covoiturage conduit correctement. Donc, je pense que généralement, la plupart du temps, tout se passe bien, mais que répondre à un usager qui aurait cette crainte-là? Et je me posais la question de si un système de labellisation ou alors un engagement sur l'honneur pouvait… comment on pouvait lever cette crainte et inciter ceux qui seraient encore un petit peu réticents à utiliser ces services publics partagés. C'est évidemment une très bonne question qui est la contrepartie de faire participer tout le monde, tout le monde dans tout le monde, et le fait qu'on n'est plus dans un cadre complètement professionnel. Je pense qu'il n'y a pas de réponse universelle. Alors, je fais la réponse et peut-être une autre personne du groupe de travail pourra aussi compléter, mais je pense que ça dépend beaucoup de chaque type de service public partagé et de sa mise en œuvre. Et qu'on a des degrés en fonction de l'objet de la réalisation, du risque associé, de la modalité de fonctionnement, etc. On va avoir des degrés de contrôle, de sécurité, confiance, etc. On parle ça, ou même des sujets de discrimination, comme on évoquait plus tôt, qui peuvent varier. Et ça, je pense que cela relève justement en bonne partie du facteur d'innovation et des acteurs qui portent ça, qu'ils soient publics ou privés, qui portent l'émergence de ce type de service, parce qu'en fait, la confiance, c'est vraiment intrinsèque au fonctionnement ou pas de ce type de service public. Donc, il faut arriver à établir cette confiance qui passe par des notions comme ça. Donc, c'est consubstantiel, il faut craquer le truc, entre guillemets, et je pense que ça se fait de manière assez variée selon les cas d'application. Merci. Merci en tout cas pour cette première question. Normalement, la première est la plus difficile. Donc, est-ce qu'il y a des interventions, des remarques, des questionnements complémentaires? Vas-y, Catfish. Bonjour à toutes et tous et merci pour la présentation, Thomas. Oui, je me disais en t'écoutant, on connaît tous les associations de consommateurs. Et je me demandais s'il existe des associations d'usagers des services publics, une association qui s'appellerait 68 millions d'usagers, pour savoir ce que penseraient les usagers des services publics de ce concept. Et puis, savoir plus largement qui est prêt à contribuer, qui a envie et à quelles conditions de devenir un ou une coproductrice de services publics partagés. Merci, Catfish, pour ces suggestions. On les note précieusement. Sur ta deuxième question, je pense que c'est aussi très contextuel, mais ça n'empêche pas qu'on peut justement potentiellement essayer de creuser le point avec des exemples pour que les gens puissent se projeter et savoir si oui ou non ils sont prêts à participer. Mais effectivement, c'est très juste. Merci pour ça. Alors, il y a quelqu'un qui intervient dans le chat qui demande si effectivement on ne veut pas télécharger le livre blanc sans Google. Alors, l'objectif, c'est que si. Donc, on va vérifier ce point-là. On va faire en sorte que ce soit le cas et trouver un palliatif si nécessaire. Merci de la question. Olivier, vous vouliez intervenir? Oui, rapidement, j'écoute toute cette belle synthèse, ces premières questions. Et il me semble vraiment qu'une des fragilités et un risque de dérive est certainement dans le statut des contributeurs au service public partagé. On l'a vu dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités pour permettre d'étendre les services de covoiturage, il fallait mieux indemniser les conducteurs des véhicules. Et il y a eu un débat en sous-main au moment de la rédaction des décrets qui était assez intéressant, je pense, et symbolique des risques qu'il y avait à avoir des gens qui se professionnalisent avec peu de charges sociales, avec peu de fiscalité et qui viennent détruire des services publics existants. Donc, cette question de comment on indemnise les contributeurs me semble majeure.
De même que, parce que dans le cas de l'écriture de ces décrets, on a vu comment certaines plateformes souhaitaient une réponse par le marché et faire en sorte que une plateforme comme Blablacar, par exemple, puisse organiser des services un peu là où elle le voulait. Et donc la réponse a été de dire que non, ça devait se faire en accord avec les autorités organisatrices de mobilité. Donc là, je souligne à nouveau que l'encadrement par une collectivité territoriale, par l'État, est absolument majeur aussi. Merci absolument pour cette précision. Je me permets de rebondir puisqu'on connaît directement. Alors, vous avez bien compris, on ne veut pas se concentrer uniquement sur la question du covoiturage, mais là, le sujet revient. En fait, je crois qu'il y a deux sujets dans ce que vous avez dit, Olivier. Le premier, c'est effectivement la question du niveau d'indemnisation. Alors moi, il me semble qu'en l'occurrence, justement, les textes à la fois législatifs et réglementaires sont très bien faits en France parce que justement, ils posent une limite claire qui est que le conducteur ne peut pas recevoir plus que ce que lui coûte son trajet. Et donc, par définition, il ne va pas le faire pour gagner de l'argent puisqu'il ne peut pas gagner de l'argent. Au pire, le fait de s'être déplacé ne lui a pas coûté le coût de sa voiture, de l'usage de sa voiture. Donc là, on met bien une limite à la professionnalisation. Et alors, l'autre limite, et je pense qu'elle est, elle est tout à fait fondamentale aussi, c'est que quand il y a une intervention publique, et c'est le cas sur la question de covoiturage de proximité, puisque globalement, on arrive à faire covoiturer les gens sur les trajets de proximité s'il y a une intervention publique, s'il y a un subventionnement en fait. En gros, pour faire simple, les passagers ne payent pas et les conducteurs sont indemnisés, donc il faut bien que quelqu'un paye à un moment, donc c'est un subventionnement public, pardon. Et donc là, l'idée, c'est que ce soit effectivement sous pilotage public et que ce soit bien une définition qui est à la main de la collectivité, de pouvoir dire, voilà, j'ai besoin et je souhaite le développement du covoiturage sur tel sujet, telle partie du territoire, mais pas sur tel autre. Et nous, il nous semble que c'est absolument vital parce que, par exemple, le covoiturage n'est pas souhaitable partout, tout le temps. Le covoiturage, c'est potentiellement de l'effet rebond, c'est la concurrence avec un transport collectif performant, c'est pas souhaitable partout, tout le temps. Par contre, le fait de le faire sous pilotage public, on peut avoir quelque chose qui devient vraiment pertinent. Donc, je ne peux que souscrire à ce que vous disiez, Olivier. Et le cas du covoiturage, je pense, est effectivement plutôt assez clair et assez, j'allais dire exemplaire, peut-être pas, mais en tout cas positif, et qu'il peut trouver des déclinaisons sur d'autres parties de l'économie. Alors, question de Catfish sur quels sont, d'après vous, les apports les plus importants du fait de poser le concept de service public partagé. À l'inverse, quels sont les blocages associés à l'absence de notions dans le droit. Alors, on a détaillé un petit peu certains éléments de ça dans le rapport. On a des blocages qui peuvent provenir d'un sentiment de flou juridique, notamment associé à la notion de collaborateur occasionnel du service public, qui est, comme je l'ai évoqué, une notion jurisprudentielle plus ancienne et qui peut faire peur aux collectivités parce qu'elles peuvent voir leurs responsabilités plus facilement engagées si la participation d'un citoyen au service public était qualifiée comme telle. Inversement, le fait de poser une notion, l'objectif, c'est justement de donner de la crédibilité à cette approche qui mixe innovation et intervention individuelle, économie du partage et action publique, et qu'on pose justement les limites. C'est-à-dire qu'on ne veut pas aller sur l'ubérisation, on ne veut pas aller sur la précarisation de l'action publique, ce n'est pas le sujet du tout. Et donc, mieux vaut essayer de poser quelque chose et une définition claire plutôt que de se faire bousculer par le marché, comme on l'évoquait à l'instant. Mais je laisse les autres membres du groupe de travail éventuellement compléter s'il y a des compléments. Pierre, allez-y. Oui, juste un petit mot. Je crois qu'il y a deux écueils. Le premier écueil serait de laisser les choses se développer de manière spontanée, et on voit bien qu'un certain nombre d'acteurs s'en empareraient pour leur finalité et leur profit. Et l'autre serait de vouloir tout réglementer, figer avec des consignes administratives extrêmement strictes. Il faut éviter les deux accueils. Et pour éviter les deux accueils, à mon avis, l'importance, c'est d'employer le concept qui a été évoqué tout à l'heure pour les transports, qu'il faudrait étendre, c'est celui de l'autorité organisatrice, qui donc est en charge d'encadrer un minimum
d'éviter les dérives, de contrôler sans bureaucratiser, c'est-à-dire sans que ça soit une nouvelle bureaucratie qui se développe à partir de là. Alors, ce n'est pas simple, parce qu'il n'y a pas de garantie absolue. Mais je crois que c'est dans ce sens-là qu'on peut essayer de réfléchir. Merci beaucoup, Pierre, pour cette intervention. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup de votre contribution, enfin de votre participation. On est là pour continuer à travailler ensemble sur ces sujets. Et donc, merci Anaïs pour cette remarque. Reparlons-en bien volontiers. Et à bientôt pour continuer d'échanger sur cette notion. Bon après-midi à tous. Merci.